me permettre. Parce que le deuxième axe, c'est l'impact de l'enseignement supérieur dans la production architecturale. En Algérie, certaines critiques ont été formulées concernant le manque de lien entre l'enseignement théorique et la pratique sur terrain, ainsi le manque d'ouverture sur les nouvelles technologies et les approches durables en matière d'architecture. Dr Trachi, en qualité de coordinateur national de la filière architecture au sein du comité pédagogique national, quels sont les moyens et les méthodes mis en place ou prévus dans le programme pédagogique afin d'adapter l'enseignement de l'architecture aux exigences du marché et aux tendances internationales et ainsi améliorer la qualité et la diversité architecturale. Merci. Merci aux initiateurs du forum, de cette table ronde, et pour l'invitation. Donc, comme l'a dit Faisal, mon propos s'appuie sur la casquette de coordinateur de la filière architecture au sein du comité pédagogique national du domaine architecture, urbanisme et métiers de la ville. Et Faisal Wallet, notre maître, a parlé de renaissance en parlant du décret législatif de 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et l'exercice de la profession de l'architecte. Malheureusement, s'il n'y a pas eu de renaissance de la formation par rapport à ce décret législatif. Pour répondre à votre question, je dois faire un petit rappel sur la formation des architectes. Donc, je disais que cette renaissance de l'ordre des architectes, à travers ce décret législatif, malheureusement, l'université n'a pas saisi cette occasion pour renouveler les programmes de formation et surtout pour doter les architectes de savoir et savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession. Parce que si on prend les articles 2, 5 et 6 de ce décret législatif, on voit bien que l'enseignement qui était dispensé à l'époque ne préparait pas entièrement les architectes à la pratique. Si je prends l'article 2, il dit l'architecture est l'expression d'un ensemble de connaissances et un savoir-faire réunis dans l'art de bâtir. Elle est l'émanation et la traduction d'une culture. Ça, c'est très important. La qualité des constructions et de l'insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la préservation du patrimoine et de l'environnement bâti sont d'intérêt public. Et il y a l'instauration des comités d'architecture et d'urbanisme dont on a parlé précédemment, de l'environnement bâti. D'ailleurs, même l'article 5, il évoque même les particularités architecturales. Et c'est aux collectivités locales de prendre cette question en charge. Et donc, en établissant des cahiers de prescription particulières. Alors, donc, il revient aussi aux collectivités, parce que vous parlez de qualité, selon l'article 6, de promouvoir par tout moyen approprié une production architecturale d'abord conforme aux lois, aux règlements, et par la suite aux caractéristiques régionales et locales. Alors, donc, je disais que le décret législatif de 1994 n'a pas été saisi par l'enseignement supérieur. Il y a eu certainement des initiatives individuelles dans les départements d'architecture faites par des enseignants pour justement actualiser et renouveler l'enseignement de l'architecture. Je peux dire que le renouvellement de la formation des architectes est intervenu beaucoup plus tard, en 2009, non pas pour essayer de rattraper le coup ou de voir ou d'essayer de s'inscrire dans le décret législatif de 1994, mais c'est venu parce qu'il y a eu l'introduction du LMD bien avant dans d'autres filières, mais en architecture, c'est fait seulement en 2009. Bon, pourquoi le LMD? Parce que, comme vous le savez, il y avait une augmentation des effectifs qui exigeait une autre organisation de l'enseignement universitaire. Alors, l'LMD en architecture a été beaucoup critiqué, à juste titre, mais
Au moins, il a eu le mérite de. Faisal a parlé de renaissance du métier, moi je parlais de. Bon, peut-être c'est un peu fort, de refonder l'enseignement de l'architecture avec un certain, entre guillemets, enrichissement de la formation. Et là, j'ouvre une parenthèse pour revenir à la formation d'architecte depuis depuis l'Antiquité, depuis les Grecs. C'est les Grecs qui ont fait la profession d'architecte et comment elle était exercée. J'ai eu déjà l'occasion d'en parler dans un des séminaires faits par l'équipe de la Fondation, mais sous une autre casquette à l'époque. Bon, je disais que dès le départ, l'architecte, je ne vais pas parler de la triade vitruvienne, mais d'autres choses, l'architecte, il y a toujours trois volets dans sa profession. Il y a l'artiste, il y a l'ingénieur, et puis l'intellectuel. Et d'ailleurs, si on prend les textes grecs de Pausanias et Plutarque, il souligne dans leurs textes littéraires justement la polyvalence de l'architecte, à la fois architecte comme on l'entend aujourd'hui et ingénieur. Platon et Aristote, ils distinguent même les architectes des peintres et des sculpteurs. Ils disent même que l'architecte est le véritable artiste, parce que ils disent qu'il participe à la création véritable en garantissant la valeur de la création, par la pratique de la géométrie des nombres. Voilà. Donc, les littéraires ils disaient que c'était un architecte et ingénieur. Les philosophes ils disent que c'est un véritable artiste. Vitruve, connu pour la triade, mais aussi il a beaucoup écrit dans ses 10 livres, il préconise une formation longue et pluridisciplinaire pour l'architecte. Mathématiciens, historiens, peintres et philosophes. Mais ils doivent aussi avoir des notions de médecine et connaître tous les problèmes techniques de son temps. Par la suite, cette parenthèse historique, c'est pour situer les réformes de l'enseignement, si vous voulez, et comment on exerce le métier d'architecte. Au XIIIe siècle, l'architecte va s'intellectualiser un peu plus avec l'héritage pratique et théorique de l'Antiquité, notamment les écrits de Platon, d'Euclide, de Ptolémée, d'Aristote, et aussi la culture arabe qui était enseignée en Espagne au XIe et au XIIe siècle. Alberti, l'époque de la Renaissance, l'architecte c'est celui avec une raison et une règle merveilleuse et précise, c'est diviser les choses avec son esprit et son intelligence. Et secondement, comment assembler avec justesse au cours du travail de construction tous ces matériaux qui, par le mouvement du poids et la réunion, l'entassement des corps, peuvent servir efficacement et dignement les besoins de l'homme. L'architecte est au service de l'homme. Et donc, pour ça, Alberti dit que l'architecte il aura besoin du savoir le plus choisi et le plus raffiné. Alors, donc je disais, donc je ferme cette parenthèse, enrichissement ou plutôt restructuration à l'occasion de l'introduction du LMD s'inscrit aussi dans cette histoire, c'est-à-dire, parce qu'à travers l'histoire, on a l'époque, si vous voulez, l'époque romaine, on a eu une tendance beaucoup plus ingénieur qu'architecte qui a dominé par la nature des constructions, les aqueducs, l'introduction du béton, de la voûte, des arcs, etc. Donc toute l'histoire de la formation des architectes, de la pratique de la profession, on a eu entre ces trois piliers, entre l'intellectuel, l'ingénieur et l'artiste, un des piliers qui prenait parfois le pas sur un autre. Donc, et pour ne pas, c'est-à-dire, pas me comprendre que la formation classique n'était pas riche, au contraire. Mais elle n'était plus compatible avec le contexte des années 2000. Pourquoi elle n'était pas compatible? Parce que, une structure, une université ou un département d'architecture qui forme à l'art de bâtir, elle est indissociable du territoire qui l'abrite, de la population qui la fréquente, la population des étudiants qui vont fréquenter cette structure, ainsi que de l'environnement politique, social et culturel qui l'entoure. Donc, ce premier programme de licence et de master, il a comblé certainement, il a corrigé certains anachronismes, parce que ça a retracé les premiers programmes de formation
par l'EPO, on va pas revenir à l'époque des Beaux-Arts. Donc, cette licence et ce master, le premier programme, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, combler certains manques pour parler justement l'ouverture aux questions environnementales, aux nouvelles technologies, etc. Et corriger, je disais, certains anachronismes des contenus pédagogiques, mais un des reproches majeurs, c'est justement qu'on a donné un peu plus d'importance à la théorie au détriment, malheureusement, de la préparation à l'exercice de la profession. Je ne vais pas évoquer tous les problèmes de la première version du master en architecture, je me contenterai d'un seul. Et là, je souligne la responsabilité des enseignants. Celui de la multiplication des offres de master académiques et non pas professionnalisants. Il n'y avait aucun master professionnalisant en architecture. Il y a eu des masters académiques un peu partout en Algérie, en moyenne 4 par département. Il y en a eu 11 dans un département, c'était le maximum. Ces masters, justement, se disaient spécialisés, malgré qu'il y avait le titre qui est un master académique, peuvent nécessiter des matières pour comprendre cette spécialité. Et c'était du temps pris pour préparer à la pratique professionnelle. Alors, et sur ce point-là, le Conseil national de l'ordre s'est posé la question. Il a réagi vigoureusement, il a même, je pense, peut-être essayé d'arrêter de délivrer les agréments, parce qu'il disait à qui je vais donner quel est parmi ces masters celui qui prépare à la maîtrise d'œuvre. Il y a eu une floraison d'offres de master. Peut-être je caricature un petit peu, mais c'était le cas. Hein, c'est-à-dire il suffisait qu'il y avait un conflit entre enseignants, chacun faisait son master. Voilà. Je disais qu'il y avait jusqu'à 11 masters dans un département en Algérie. Alors, donc le Conseil national de l'ordre avait réagi, mais aussi le ministère de la Recherche aussi avait réagi, mais pas pour le problème des architectes, mais pour le problème d'enseignement supérieur, parce que ce qui était le cas, c'est-à-dire avec la multiplication des masters, c'était le cas aussi dans les autres filières disciplines, partout. Et donc, deux chantiers ont été ouverts, celui de la mise en conformité des licences et celui de l'harmonisation des masters, 2017. Alors, donc, le CPND a revisité les programmes pour justement essayer de permettre aux apprenants d'acquérir des méthodes de travail, développer l'esprit critique et des facultés de synthèse et d'adaptabilité. Aussi, le deuxième objectif de cette mise en conformité et d'harmonisation des masters, c'était meilleure adaptation de l'architecture aux évolutions continuelles des techniques et des technologies. Et au troisième point, apporter une réponse aux besoins évolutifs du contexte socio-économique. Et bon, nous avons essayé de prioriser les qualifications pratiques tout en amenant les étudiants à être plus réflexifs. Ça c'est un débat qui est toujours posé à chaque fois dans les réunions de ce PND. Est-ce qu'un architecte doit être seulement un artiste et savoir construire, ou il doit être aussi quelqu'un d'intérieur capable de réfléchir aussi? Et ça restera, je pense, au débat. Alors, dans le master, il y a toujours cet aspect réflexif. C'était pas seulement, je disais, parce que on est dans un contexte. Il y a une demande de former des docteurs dans toutes les filières, mais aussi en architecture. Donc, il ne s'agit pas seulement de préparer ces étudiants, les outiller pour suivre plus tard des études doctorales, mais dans l'état d'esprit, en tout cas, des membres du CPND, c'était de les rendre capables de développer des réflexions plus approfondies, plus étoffées dans certaines situations exigées par la nature du projet. L'architecte ne fait pas seulement une maison ou une cité, il y a des situations complexes, donc il faut l'outiller pour qu'il sache prendre en charge ces situations-là. Alors, donc, en bref, la licence, elle était pensée pour acquérir le soubassement nécessaire au métier. Et d'ailleurs, la troisième année, elle est
c'est l'année de la validation des acquisitions et assimilation des savoirs théoriques et pratiques, qui autorise l'accès au deuxième cycle. Bon, ça, c'est dans la théorie, parce que ce filtre entre le premier et le deuxième cycle, c'est-à-dire, principe, nous, enseignants, on ne va pas laisser passer quelqu'un de la licence en master s'il n'a pas acquis ces savoirs théoriques et pratiques. Bon, là, le problème se pose, c'est celui de l'évaluation. Je ne vais pas ouvrir ce chantier-là, mais si vous voulez, plus tard dans le débat, je pourrais en parler, la question de l'évaluation, parce qu'elle a un impact sur la qualité du produit conforme à l'université. Alors, donc, on voulait préparer un professionnel doté de compétences, parce que, je le dis et je le dis encore, le premier master, il versait beaucoup plus dans la théorie. Donc, la deuxième, je pense que de l'aveu même il y a des lettres signées par le président du Conseil national de l'ordre, aussi par le syndicat des architectes qui ont été associés à cette harmonisation et qui reconnaissent que le master a amélioré beaucoup de choses et a pris en charge certaines lacunes qui étaient pointées du doigt par les organisations de la profession architecturale. Alors, donc, doté de compétences pour exercer le métier, tout en participant à une production qualitative qui fait la ville, qui n'est pas anti-urbaine, qui se soucie de la préservation du patrimoine. Donc, on revient en quelque sorte au décret législatif de 1994, mais qui introduit aussi des nouvelles technologies et qui essaye d'améliorer l'habitat. Ce sont les colorations des masters qui sont enseignés actuellement, mais qui ne sont pas appelés à disparaître. Architecture urbaine, l'habitat, le patrimoine bâti architectural urbain et l'architecture, environnement et technologie. Voilà, c'est-à-dire pour prendre en charge ces lacunes et ces manquements qui étaient pointés du doigt et pour répondre un peu à la question. Alors, donc, l'apprenant, à l'issue de cette formation, il doit pouvoir conduire un projet d'architecture. Donc, essaye de mettre sur pied un cadre doté de savoir-être et de savoir-faire qui peut l'immobiliser pour accomplir des missions relevant de son ressort dans les règles de l'art. Enfin, le dernier chantier qui a été ouvert par le CPND, c'est pour faire suite au décret exécutif du 5 juin 2022. On revient à la formation d'architecte. On a commencé cette première année, donc au bout de 4 ans, il n'y aura plus de master d'architecture, mais on revient au diplôme d'architecte. Pour l'élaboration de cette formation, on s'est inscrit, enfin on a pris comme fil directeur ce qui est attendu de l'article 22 de ce décret décret exécutif du 5 juin 2022, mais aussi on a essayé de renforcer le caractère professionnalisant de la formation. D'où l'importance accordée, ça c'est dans le Canva, on va voir les fruits dans 5 années ou 6 années, au stage. Parce qu'avant, on avait un stage en deuxième, en troisième année, mais c'était bon. Là aussi, il y a un problème, c'est-à-dire, bon, la responsabilité est partagée entre nous, enseignants, et les architectes. On n'essaye pas on ne remplit pas notre mission de bien prendre en charge, d'encadrer ces stages, mais aussi, on a aussi des complaisances, je le dis, de la part de certains architectes qui signent l'attestation de stage et le bonhomme n'a jamais mis le pied dans ce bureau d'études. Bon, bref, ce n'est pas le cas partout, mais il y a certains qui ont pris cette question de stage au sérieux. Donc voilà, donc, dans cette nouvelle formation, le stage, il est devenu comme une unité d'enseignement, comme un enseigne l'atelier. Et ça, dans les 9 semestres. Et par exemple, la septième, donc le premier semestre, les étudiants ont été pris en charge par les enseignants de l'atelier, ils sont sortis. Donc, on y va crescendo. On va découvrir l'architecture dans la ville. Par la suite, on découvre les structures qui pratiquent de l'architecture. Pas seulement les bureaux d'études, mais aussi les directions, etc. Donc, il y a un point important qui a été mis sur le volet stage. Donc, c'est un pilier important. Ce n'est plus juste quelque chose qu'on valide dans un semestre ou en une année. Donc, ça suit la formation tout au long.
là aussi, on a introduit aussi la modélisation et des outils d'aide à la décision comme le SIG. On a aussi introduit de nouveaux savoirs qui sont devenus nécessaires justement pour essayer de régler le problème de la qualité architecturale urbaine, tels que l'urban design, tels que des savoirs comme l'architecture et les villes durables, et bien d'autres choses. Bon, ce programme, on a rencontré quelques difficultés. C'est le manque d'une part d'investissement de la part des enseignants territoire national, parce que le CPND ne peut pas tout savoir. On a lancé un débat dans chaque département pour avoir un appel des propositions, quelles sont les lacunes. Le deuxième problème, c'est les arbitrages entre les différentes matières qu'on va faire dans le cursus. Voilà. Je m'arrête là. Si vous voulez, dans le débat, si vous avez des questions sur d'autres aspects.